Bien. Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints pendant ces 2 dernières minutes. Je vais attaquer, je vais, introduire le webinaire et ça fera venir, les derniers. Donc, avant tout, bienvenue, hein, à ce webinaire organisé par le pôle Excellence Bois. En 2 petites minutes, le pôle Excellence Bois, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui se trouve à Rumilly et dont les adhérents sont des acteurs directs et indirects de la filière bois sur Savoie et Haute-Savoie. Donc on a vraiment toute la filière bois, c'est-à-dire que ça part de la forêt avec tout ce qui est gestion forestière, bûcheronnage, exploitation forestière, jusque tous les débouchés de la filière, que ce soit la construction, l'ameublement, le bois énergie, le papier et toutes les filières un petit peu qui se développent, en passant par toutes les transformations, donc les scieries, les charpentiers, les menuisiers, etc. Donc voilà, c'est vraiment des adhérents très larges dans la filière, et ce qui nous permet en fait d'avoir 4 missions principales. La première est celle de structurer la filière, donc justement cet aspect très divers des adhérents nous permet d'organiser des rencontres, par exemple, qui vont permettre de se faire rencontrer un bûcheron et un architecte, ce qui n'est pas naturel dans la vie de tous les jours, et qui pourtant est très important, notamment pour que les architectes ou maîtres d'ouvrage, en tout cas les acteurs de l'aval de la filière, soient conscients de ce qui se passe à l'amont, et inversement, hein, aussi de tout ce qui est l'amont de la filière, tout ce qui est transformation du bois, charpentier, menuisier, soient conscients de ce que les acteurs de l'aval, les donneurs d'ordre ont besoin. Donc voilà, donc cette première mission de structurer la filière. La deuxième est de promouvoir à la fois les ressources locales, mais aussi les savoir-faire de nos entreprises. Donc là, il y a par exemple un gros événement qui a lieu chaque année où plusieurs centaines de collégiens viennent au pôle Excellence Bois et ont un premier contact avec les différents métiers de la filière. Ensuite, on va avoir une mission d'accompagnement de nos adhérents et des entreprises de la filière. Donc, notamment, on les aide à monter des dossiers de demande de subvention pour faire un investissement ou autre. Et la quatrième mission, c'est celle d'innover. Et donc là, on va aller en fait chercher des solutions innovantes à des problématiques communes des acteurs de la filière. Alors souvent, on utilise la méthode de projet collaboratif, où on met autour de la table vraiment des entreprises diverses, toujours de la filière, et qui réfléchissent ensemble à des solutions innovantes. Voilà rapidement le pôle Excellence Bois. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser ou bien visiter notre site internet. Il y a beaucoup plus d'informations. Donc à propos de ce webinaire, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, lundi dernier, nous avons eu un premier webinaire sur l'éco-conception, donc plus ciblé aux fabricants de produits. Et donc là, vous l'aurez compris, ce webinaire sur l'éco-construction est plus ouvert sur tout ce qui est maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Donc ce webinaire va vous être présenté par Nassir El, qui est stagiaire au pôle Excellence Bois, qui se présentera plus en détail dans quelques minutes. Donc l'objectif est vraiment d'encourager les acteurs de la filière bois à éco-concevoir leurs bâtiments, hein, donc éco-construire, pour notamment faire des économies. On verra que l'éco-construction permet de faire des économies financières, mais aussi bien sûr avoir un impact plus faible sur l'environnement. Voilà pour l'introduction pour le webinaire. Niveau pratico-pratique pour ce webinaire, donc, il va y avoir 1 heure de présentation on aura 30 minutes pour poser des questions. Donc on essaiera d'y répondre, Nassir et moi. Ensuite, vous pouvez poser vos questions dans la partie conversation que vous devez normalement avoir en haut de votre écran. Donc vous cliquez sur la petite bulle où il y a marqué conversation, et là n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. Je m'occuperai de les regrouper et de les poser à Nassir en fin de présentation. Et s'il ne me reste plus qu'à vous dire que ce webinaire est enregistré. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un beau webinaire, agréable webinaire, et je laisse la place
à Nassir. Merci Thibaut pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente à nouveau. Donc, je m'appelle Nassir El et je suis actuellement en stage au sein du pôle Excellence Bois situé à Rumilly. Donc, en tant que consultant en éco-conception et en éco-construction. Et donc, j'effectue cette année un master spécialisé en construction et habitat durable à l'ENSAM, à l'Institut de l'ENSAM Chambéry. Et aujourd'hui, je vous convie donc au webinaire sur l'éco-construction dans la filière bois. Donc, tout d'abord, je vais évoquer un peu de contexte au niveau de la construction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la construction, déjà, ça inclut donc les travaux publics et le bâtiment. Donc, le secteur de la construction émet, enfin, génère en 2021, a généré en 2021 231 millions de tonnes de déchets, soit l'équivalent de 70% des déchets nationaux. Et juste le secteur du bâtiment, à lui seul, 46 millions de tonnes de déchets. Le secteur de la construction, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions sont équivalentes de 23% des émissions en France. Mais c'est aussi 43% de la consommation énergétique du pays. Pour cela, la France, après les directives européennes, a mis en place des stratégies comme la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et qui a pour objectif d'atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite notion de rappel sur le développement durable. Donc, le développement durable, c'est le fait de répondre aux besoins des générations actuelles sans nuire aux générations futures. Donc, il y a un aspect social, économique et environnemental à prendre dans cette notion de développement durable. Donc, le webinaire se structurera de la façon suivante. Donc, tout d'abord, je vous expliquerai qu'est-ce que l'éco-construction. Ensuite, dans un second temps, pourquoi et comment faire de l'éco-construction. Puis, en troisième partie, en quoi le matériau bois peut être une solution pour une construction plus durable. Et enfin, je finirai par une conclusion. Donc, qu'est-ce que l'éco-construction? D'abord, un peu d'histoire. L'éco-construction et toute cette notion environnementale est née du premier choc pétrolier qui a eu en 1974 et qui a vu la naissance de la première réglementation thermique. Ensuite, il y a eu le protocole de Kyoto, donc en 1997, qui avait pour but de donner des objectifs à l'horizon 2020 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Puis il y a eu la deuxième phase du protocole de Kyoto en 2012, donc qui a fait évoluer donc ces engagements en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation d'énergie renouvelable. Et enfin, les accords de Paris en 2015 qui ont accentué et accéléré ces engagements environnementaux. Donc, pour définir tout d'abord l'éco-construction, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une nouvelle approche de la construction qui vise à donc, soit construire, rénover ou réhabiliter un bâtiment, tout en prenant en compte en fait, l'impact environnemental et sociétal durant toute la phase du projet. Donc, les objectifs sont avant tout de préserver les ressources en termes de matières premières, d'énergie, d'eau, de réduire l'impact environnemental du bâtiment et de privilégier le confort et la santé des occupants. Donc, la démarche éco-construction nécessite
d'impliquer tous les acteurs de la construction dès l'amont du projet, et ce jusqu'à la fin de vie du projet. Et pour cela, ça demande d'anticiper en amont, pardon, l'impact global du projet en ayant deux approches. Une approche en cycle de vie et une approche en coût global. Donc, par rapport à l'approche cycle de vie, l'éco-construction intègre la méthodologie d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire que c'est une approche scientifique qui a pour but de permettre à celui qui réalise cette approche de prendre en compte l'impact du projet de la conception jusqu'à la démolition et le recyclage des matériaux. Donc, au niveau des phases du cycle de vie d'une éco-construction, on va avoir les phases suivantes. Donc, on va commencer par l'extraction des matières premières, puis la fabrication, le transport, la construction, l'utilisation, l'entretien et la maintenance, la démolition et la fin de vie. Donc, les principaux avantages de réaliser une éco-construction et donc de mettre en place une analyse de cycle de vie sont d'abord d'avoir une vision globale de ses impacts, de comparer les options techniques, par exemple entre choix de matériaux, on va essayer de comparer quel matériau a l'énergie grise la moins importante. Comme vous pouvez le voir en dessous sur le schéma, par exemple, pour le bois massif local, on va avoir une énergie grise de 48 kWh, comparé à de l'acier, où l'énergie grise atteint 1092 kWh. Et un des derniers avantages de l'approche cycle de vie est d'éviter les transferts d'impact. Donc les principaux impacts environnementaux étudiés dans une ACV sont les suivants. Donc on va s'interroger sur l'impact du réchauffement climatique, enfin de la construction sur le réchauffement climatique, sur l'eutrophisation des eaux, l'acidification de l'air, la pollution, etc. Pour en revenir au transfert d'impact, donc l'ACV permet d'éviter donc les transferts d'impact, tout d'abord entre catégories d'impacts environnementaux. Donc par exemple, on va prendre l'exemple d'un panneau photovoltaïque. L'utilisation d'un panneau photovoltaïque va avoir un impact sur le réchauffement climatique, donc puisqu'il va réduire l'impact du réchauffement climatique en utilisant de l'énergie électrique et non pas du fioul ou du charbon. Mais par contre, on va avoir une augmentation de la toxicité des substances et un épuisement des matières premières. Et l'approche en cycle de vie permet d'éviter en fait ces transferts d'impact en diminuant un impact et donc d'augmenter un autre. Et donc, la vision globale du cycle de vie permet de prendre en compte tous les impacts et donc de faire attention à l'ensemble. Et ça permet aussi d'éviter les transferts entre phases de cycle de vie. Donc, par exemple, toujours pour un panneau photovoltaïque, on va avoir besoin, par exemple, d'extraire plus de matière et on va avoir un coût de fabrication en termes d'énergie peut-être plus important, mais d'un autre côté, ça va réduire l'impact de l'utilisation. Et comme dit précédemment, le but du cycle de vie, c'est de prendre en compte toutes les étapes du phase du cycle de vie et de pas diminuer une certaine phase pour en augmenter une autre. Donc, la deuxième approche, comme présentée, est l'approche en coût global. Qu'est-ce que c'est? C'est une approche économique qui intègre donc les postes d'investissement traditionnels pour un bâtiment. Donc, ça va être le coût de la conception, le coût de la phase chantier, de pilotage, donc de la phase chantier, et de construction. Mais cette approche économique va intégrer également les coûts de fonctionnement,
de maintenance et de déconstruction, en fait. Et donc, ça permet donc du coup, à la maîtrise d'ouvrage d'évaluer, l'impact de ses choix sur le projet, de trouver un compromis entre choix techniques et aspect financier, de valoriser des choix en faveur de l'environnement. Par exemple, si, le coût de démolition est moins important, suite à l'utilisation de matériaux, en faveur de l'environnement et valorisables, du coup, ça peut inciter le maître d'ouvrage à, prendre en compte cela et à utiliser, ce type de matériaux. Et c'est aussi, pour finir, un outil d'aide à la décision. Ce que vous pouvez voir, c'est que, dans un coût global d'un bâtiment, la conception et la construction ne représentent que 25 du coût global. C'est-à-dire que les 75 autres pourcents, heu, sont, particulièrement dus à l'exploitation, la maintenance ou le remplacement des équipements, de matériaux qui font suite à soit des travaux de rénovation ou de réhabilitation. Donc, su vous avez pu voir qu'est-ce qu'était l'éco-construction et quelles étaient les 2 approches, hem, liées à l'éco-construction. Nous allons maintenant voir pourquoi et comment faire de l'éco-construction. Donc, j'ai défini, 5 axes, pour, heu répondre aux problématiques, pour que l'éco-construction réponde à notre problématique. Donc, tout d'abord, un axe environnemental, ensuite un axe énergétique, un axe de confort et de qualité, un axe réglementaire et un axe d'image de marque. Donc, tout d'abord, pourquoi faire de l'éco-construction? Tout d'abord, réduire l'impact environnemental. Donc là, ici, 2 exemples. Heu, L'impact des déchets de chantier, donc qui va être, solutionné, on va dire, par des filières de valorisation, des chantiers propres, le réemploi et la réutilisation et l'impact des émissions de gaz à effet de serre où, là, l'utilisation de matériaux durables et de systèmes énergétiques performants, réduiront ces émissions de gaz à effet de serre. Donc tout d'abord, les déchets de chantier, les déchets du secteur du bâtiment, donc représentent 46 mégatonnes par an de déchets. Hem, la plupart des déchets de chantier proviennent des chantiers de démolition, donc d'où l'importance de prendre en compte, hem, le cycle entier, d'un projet de construction et d'avoir une approche cycle de vie. Pour limiter, du coup, l'impact déchets, il est nécessaire de mettre en place des chantiers propres. Enfin, il y a possibilité de mettre des chantiers propres. Les chantiers propres, ce sont quoi? C'est des chantiers dont avec pour, définition, enfin, une conscience environnementale et écologique. Heu, la charte chantier, en fait, elle va la mise en place d'une charte chantier, donc pour les chantiers propres, va définir les objectifs du maître d'ouvrage, avant le chantier et aura pour but de sensibiliser le personnel de chantier, afin de mettre plus facilement, des systèmes de tri. Et donc, suite à la loi, de 2021, issue du code de l'environnement sur, la mention de déchets sur les devis de construction, de rénovation et de démolition, en fait, les producteurs de déchets seront obligés obligés de mentionner, sur les devis, heu, le coût des déchets. Et et donc ça va permettre de responsabiliser et d'informer en fait le producteur de déchets. Deuxièmement, le bordereau de suivi de déchets, donc la mise en place de ce bordereau, va permettre en fait aux producteurs de déchets, donc ceux responsables
des producteurs de la production de déchets, d'avoir une traçabilité des déchets. Donc de suivre son déchet jusqu'à la transmission à un organisme responsable de la gestion de fin de vie des déchets. Ici, vous pouvez voir à droite donc, un exemple de charte de chantier où le maître d'ouvrage va essentiellement définir 8 points. Comme vous pouvez voir ici, limiter les pollutions du milieu environnement, informer et prendre en compte les remarques des riverains, etc. De plus, pour un autre point, donc dans l'optique de réduire l'impact environnemental des déchets, on a vu l'apparition de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, c'est un dispositif basé sur donc, le principe de pollueur-payeur. Et le 1er janvier 2022, on a vu la création de la filière REP, produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, donc la REP PMCB, qui a été introduite par la loi AGEC, qui est une loi créée depuis 2020 et qui a pour but de favoriser l'économie circulaire. Donc cette REP a pour ambition d'éviter donc les dépôts sauvages en densifiant le maillage de points de collecte, de permettre une meilleure traçabilité des déchets, de prendre en charge gratuitement et donc si les déchets sur les chantiers sont triés, donc d'inciter en fait les chantiers enfin les chantiers de construction à trier et de permettre le développement des filières de valorisation de matières grâce au tri de flux. Et donc ce dispositif va avant tout donc responsabiliser les producteurs de déchets. Les producteurs de déchets, afin d'assurer la gestion de ces déchets, va mettre en place des structures collectives appelées éco-organismes qui vont s'occuper donc de la gestion de fin de vie des déchets. Et ces éco-organismes vont recevoir une cotisation financière des responsables, des producteurs de déchets, appelée éco-participation, pour la gestion de fin de vie des déchets. Et donc, tout ce système va permettre de faciliter, en fait, la gestion des déchets de chantier, et donc de favoriser le recyclage, le réemploi et leur utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la REP PMCB concerne 16 catégories de produits, dont vous pourrez trouver les catégories sur le site de Valobat, qui est un éco-organisme qui va être mis en place par rapport à la filière REP PMCB. Donc, un autre point dans l'optique de réduire l'impact environnemental est le fait d'utiliser des matériaux durables. Qu'est-ce que j'appelle matériaux durables? Ce sont des matériaux qui ont un faible impact environnemental et qui ont une faible énergie grise, qui sont recyclables et qui ont un impact sain sur l'habitat de l'usager. Donc ici, quelques exemples de matériaux. On peut notamment citer le bois, donc la paille, le liège, le lin, le chanvre, le papier, la ouate de cellulose, la terre cuite. Et donc les avantages d'utiliser des matériaux durables, c'est avant tout que ces matériaux sont renouvelables, donc on peut en utiliser indéfiniment si la ressource est gérée durablement. Donc, comme dit, ils ont une faible empreinte environnementale, ils sont recyclables, donc valorisables, ils sont peu toxiques et ils sont de plus en plus demandés. Demandés dans l'optique de
du contexte réglementaire, notamment. Au niveau du contexte réglementaire, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation RE 2020 a permis la valorisation des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des déclarations établies sous la responsabilité du fabricant. Donc elles vont être de 4 types principalement, donc soit des FDES individuelles, collectives, issues de configurateurs, ou des données issues de données environnementales par défaut, donc créées par le ministère de la Construction. Ces fiches de déclaration environnementale sont nécessaires pour tout produit et matériau de construction, afin d'être pris dans le calcul de la nouvelle réglementation environnementale 2020. Et donc ces F2S permettent avant tout de démontrer l'impact environnemental d'un matériau et de mettre en valeur les matériaux ayant un faible impact, comme les matériaux durables. Deuxième point, de l'éco-construction et donc pourquoi faire de l'éco-construction? C'est, réduire les consommations du bâtiment. En quelques chiffres, le BTP, ça représente 43 % de la consommation énergétique en France. La consommation d'eau en moyenne en France est de 151 litres par jour par habitant et le prix de l'énergie et de la gestion d'eau est en constante augmentation. Par exemple, en 2022, on a vu une augmentation de 4 % du prix de l'électricité par rapport à 2021 et de 10 %, une augmentation de 10 % du prix de l'eau depuis 10 ans, en 2021. Et donc, les économies pour, dans l'optique de faire des économies, il est nécessaire, soit de passer par le comportement de l'usager, soit par, l'installation de systèmes énergétiques performants. Quels sont les systèmes performants? Donc, ici, j'ai listé, 6 systèmes principaux. Donc tout d'abord le chauffage. Donc on va privilégier pour, réduire la consommation énergétique, l'installation de pompes à chaleur, de chaudières biomasse, de ventilation mécanique ou de poêles et inserts. Concernant l'éclairage, heu, on va privilégier les solutions de panneaux photovoltaïques, de lampes performantes comme les LED ou, d'éclairage naturel. En termes de climatisation, on va pouvoir utiliser, les pompes à chaleur réversibles ou, la ventilation nocturne. Concernant la ventilation et donc pour le renouvellement d'air, hem, les solutions sont soit la ventilation mécanique, donc simple flux ou double flux, ou, la mise en place de ventilation naturelle. Au niveau de l'eau chaude sanitaire, on va privilégier l'utilisation de systèmes solaires thermiques ou de chaudières biomasse. Et au niveau de l'eau, l'installation de produits hydroéconomes comme des mitigeurs ou des réducteurs de pression permettent de réduire la consommation d'eau, mais également des systèmes de récupération d'eau de pluie pour optimiser, l'utilisation de son eau. L'un des 3e axes, pourquoi faire de l'éco-construction est le confort et la qualité. Dans une éco-construction, on va, s'intéresser donc, au confort acoustique et donc cela pour, une des solutions pour répondre au confort acoustique et l'isolation. On va s'intéresser au confort thermique, donc toujours, une des réponses est l'isolation, du bâtiment. Le confort lumineux, donc bien orienter et dimensionner la source lumineuse, donc pour permettre, avant tout d'avoir assez de lumière naturelle et de pas avoir trop de chaleur en été.
le confort hygrothermique, donc qui va être répandu par, les systèmes d'étanchéité et de ventilation et la qualité d'air intérieur où là, la ventilation, heu et le choix de matériaux moins émissifs en termes de COV, composants organiques volatiles, va permettre d'améliorer cette qualité. Donc, l'éco-construction permet également de répondre aux exigences réglementaires en vigueur. Donc, tout d'abord pour le neuf, on a la RE 2020, donc qui est en vigueur pour tous, les permis de construire qui ont été déposés après le 1er janvier 2022 et l'existant qui, se divise, notamment en 3 réglementations, donc la RT globale, la RT par élément et le décret tertiaire. Donc, la réglementation environnementale, 2020 a pour objectif majeur, la sobriété énergétique et la décarbonation de l'énergie, la diminution de l'impact du bâtiment sur le changement climatique et le confort d'été. Hem, Concernant les bâtiments concernés par la RE 2020, donc, heu les maisons individuelles et logements collectifs seront impactés dès le 1er janvier 2022, les bureaux et bâtiments d'enseignement primaire et secondaire dès le 1er juillet 2022 et les bâtiments tertiaires, heu, la date reste à définir. Concernant la RT existant, elle va avant tout, s'appuyer sur les travaux de rénovation de bâtiments résidentiels et tertiaires. Donc, ici, un schéma assez simple, hem, faisant la différence entre la RT globale et la RT par élément. On peut voir que l'âge, du bâtiment, la taille, de la surface hors de la fenêtre et le coût des travaux permet de savoir si, pour les travaux de rénovation, du bâtiment en question, la RT l'utilisation de la RT par élément ou de la RT globale est nécessaire. Hem, un des derniers points de la rénovation est le décret tertiaire, appelé aussi également décret de rénovation tertiaire. Donc, ce décret a pour, heu, ambition, d'améliorer la performance énergétique des parcs tertiaires via des objectifs de réduction de consommation énergétique échelonnés sur le temps. Donc on peut voir par exemple qu'en 2040, les parcs tertiaires auront pour obligation de réduire de 50 leur consommation énergétique par rapport à, heu, l'année 2010. L'éco-construction permet également, d'améliorer son image de marque. Et ce que je veux dire par image de marque, c'est, enfin, de faire, appel à des labels enfin pardon, de d'être d'avoir une un projet certifié, donc soit par, les, heu, les certifications environnementales, donc les organismes de certification environnementale comme le BREEAM, le LEED, heu, qui sont, plus, internationales ou, HQE et NF Habitat qui sont plus, français. Ou, des labels énergétiques comme, label EFI Énergie, E+C-, BBCA. Donc, les avantages de la certification, sont avant tout de valoriser, en fait, son projet de construction, de bénéficier d'aides et de subventions. Hem, c'est la certification, ça permet aussi d'obtenir un label énergétique, donc en travaillant sur les différentes, cibles. Hem,
d'avoir une obligation de résultat jusqu'à la livraison, donc de permettre au projet de construction d'atteindre des objectifs, ciblés dans la certification, et c'est une opportunité pour le maître d'ouvrage d'acquérir de nouveaux réflexes, notamment sur des aspects que la construction, actuelle ne prend pas en compte, en termes d'éco-gestion, d'éco-construction, de confort, et cetera. En quoi donc vous avez pu voir pourquoi, faire de l'éco-construction, donc réduire l'impact environnemental, réduire les consommations énergétiques, améliorer le confort et la qualité, répondre aux exigences réglementaires et améliorer son image de marque. Vous avez pu voir les solutions, donc le comment, et maintenant je vais vous présenter, en quoi le matériau bois, donc, est une solution pour une construction plus durable. Donc avant tout, le bois, hem, le cycle de vie linéaire du matériau bois, ici, comme vous pouvez le voir, est représenté tout d'abord par la plantation, la gestion forestière, donc qui va passer par l'abattage forestier, le transport forestier par les 2 les 2 types de transformation du bois, le chantier, l'utilisation et la fin de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bois est naturellement un matériau, qui favorise, l'économie circulaire, et donc il va être, facilement valorisable en fin de vie. Donc on va pouvoir le valoriser en matière, en permettant, plus faci enfin, en favorisant le recyclage. Donc le recyclage qui va être, heu, essentiellement utilisé dans les entreprises de première transformation comme les scieries, les usines de panottiers, de papeterie. Il va pouvoir être réemployé et réutilisé donc dans les entreprises de seconde transformation comme les entreprises de charpente, de menuiserie, d'ameublement ou directement sur le chantier. Le bois peut être, également valorisé énergétiquement, via le bois énergie qui sera essentiellement utilisé, donc lors de l'utilisation des des usagers. Donc pourquoi le bois est une solution durable pour la construction? Donc c'est avant tout un matériau renouvelable puisqu'il est il est aujourd'hui en France, le bois est issu forêts gérées durablement, et il est valorisable comme je vous l'ai expliqué, il peut être valorisable de en matière et en énergie. C'est un moyen d'atténuer l'impact environnemental. Donc, la forêt capte, heu, tous les ans 70 millions de tonnes de CO2. Le bois en lui-même permet de stocker, le CO2, par le processus de photosynthèse. Lorsque le bois est utilisé en matériau, il va séquestrer le CO2, une partie du CO2, et donc on va avoir une partie du CO2 qui va être stockée et donc non rejetée. Et le bois permet également la substitution, donc qu'est-ce que je fais, réf qu'est-ce que, par substitution, on pense à, le fait d'utiliser, en fait, d'avoir recours à un matériau, renouvelable plutôt qu'à des énergies fossiles. Et donc en fait, cet effet de substitution de de, de la phase construction à la phase, bois énergie permet, donc d'accumuler les effets de 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 séquestration de CO2 et de substitution, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet cascade. Par exemple, heu, une maison en bois de 100 m² va permettre aujourd'hui, 15 à 18 tonnes de CO2 stockées, soit l'équivalent de 120 000 kilomètres, parcourus en voiture.
s l'utilisation du bois permet aussi, d'avoir des chantiers rapides et propres puisque, c'est une filière sèche, donc peu, utilisatrice d'eau, voire pas du tout. C'est aussi, une filière où la préfabrication est, est très développée, ce qui permet, des délais de réalisation raccourcis et donc moins de déchets, moins de rotation du camion et de poussière et de bruit pour la phase d'assemblage. Donc c'est aussi un matériau donc performant énergétiquement, puisque la quantité d'énergie grise est moins importante et donc le bilan carbone, du matériau bois est bien meilleur que, par exemple, le béton armé. Vous pouvez le voir à droite et c'est un matériau, en fait, qui est naturellement plus isolant. Donc il va nécessiter moins de l'utilisation de bois dans la construction va nécessiter, par exemple, moins de de d'énergie en termes de chauffage. C'est un matériau également pour le confort et la qualité, qui répond donc, aux exigences de confort et de qualité puisque, il assure un confort hygrothermique en régulant, l'humidité et l'aspect du bois, l'aspect vivant rend, la construction, sain et chaleureux pour, les habitants. En termes d'architecture, c'est aussi un matériau avantageux, pardon, puisqu'il est très léger, donc ce qui permet, enfin par rapport au béton, ce qui permet une surélévation de certaines structures, des constructions sur des sols contraignants et le bois en lui-même est très résistant, au séisme. Il est également très résistant au feu, puisque la transmission de chaleur et la déformation du matériau est moins importante. On a par exemple, beaucoup de porte coupe-feu en bois. En fait, par rapport au feu, le la on va avoir une brûlure en couche supérieure, mais le le bois va prendre plus de temps à brûler que, d'autres matériaux. Le bois, c'est également un moyen de développer, l'économie locale puisque ça permet de réduire en fait, l'importation, du bois et de soutenir les emplois locaux. Hem et donc, d'avoir un impact sur, le transport et donc le cycle de vie, d'un projet de construction. Hem, c'est aussi un matériau qui a été mis en avant, pour les JO 2024 puisque, la ville de Paris a mis, enfin, a pour ambition de construire 40 ouvrages, pour les JO, ce qui fait, l'équivalent de 400 000 m² de bâtiments neufs. Hem, voilà pour les atouts, enfin, pourquoi le bois est un atout donc pour la construction, durable. Hem, je finirai par, donc, maintenant par une conclusion. Pour dire que le bois répond donc, hem, aux différents axes que j'ai cités, sur la construction, l'éco-construction. Donc l'axe environnemental, donc l'enjeu environnemental, pardon, donc en étant un matériau, écologique et en ayant moins d'empreintes, en diminuant l'empreinte environnementale. Sur l'aspect énergétique, en ayant, en étant un matériau plus isolant et moins énergivore lors de sa fabrication, enfin durant son cycle de vie en général, puisque son énergie grise est moins importante. Heu, sur l'aspect confort et qualité, le bois répond en en permettant de répondre au confort hygrothermique et sur l'image de marque, donc ça permet par exemple pour les JO 2024 de développer, pour la ville de Paris,
l'image d'une construction plus durable. Voilà pour ce webinaire. Merci à tous de votre attention. Bien, merci Nassir. Alors, il y a quelques petites questions de Bertrand Chambon. Donc la première, je crois que c'était la slide 14, si tu peux revenir. Je ne sais plus si c'était la 15 ou la 14. Et une question sur la différence. Reviens encore un coup. Non, voilà, c'est là. C'est la différence. Quelle est la différence entre un remplacement de matériaux et équipements et la maintenance? En fait, le remplacement des équipements et de matériaux va faire plus référence à tous les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'un projet de construction. Et la maintenance, ça va être plus sur des travaux moins coûteux et moins importants. Donc plus au quotidien. Et D'accord. pourquoi le remplacement des équipements ou matériaux est plus important, par exemple, pour la construction? C'est que lors de la construction, on va juste construire un bâtiment, alors que dans la phase remplacement des équipements ou matériaux, on va devoir démolir et donc reconstruire. Et donc le fait de démolir va déjà rajouter un coût, en fait. C'est pour ça qu'on a une différence de 10 entre la construction et la rénovation ou réhabilitation. D'accord, merci Nassir. Il y avait une deuxième question, c'était en slide 19. Celle-là? Y a-t-il une différence de normes définissant? Ouais, c'est bien. Non, c'est celle d'avant. Non, celle d'après alors. Non, c'est celle Celle-là? où il y a la liste des produits biosourcés. Décidément, j'ai Ah oui. vraiment mal noté. Ouais, c'était la 20, pardon. Donc, est-ce que cette liste est exhaustive déjà, en parlant des matériaux? Et ensuite, est-ce qu'il y a une définition, enfin, est-ce que tu as la définition des matériaux biosourcés? Qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Déjà, cette livre n'est pas exhaustive. Enfin, j'ai voulu citer quelques matériaux qui étaient qui existaient. Donc, vous pouvez après trouver plus de types de matériaux durables. Et donc, un matériau biosourcé est un matériau qui va être. Donc là, c'est plus des matériaux durables. Un matériau biosourcé, c'est un matériau qui est plus issu soit de l'animal, ou soit comme la laine de mouton, ou soit du végétal. Heu, heu, donc comme le chanvre ou le bois. Et ici, par exemple, vous pouvez voir sur un slide que, par exemple, le béton cellulaire, c'est un matériau durable, mais c'est pas un matériau biosourcé. C'est ça la différence entre matériaux durables et biosourcés. Mais du coup, le matériau biosourcé, donc c'est issu soit de l'animal, soit du végétal, et donc ça va avoir aussi un faible impact environnemental. Ça va être recyclable, ça va permettre de répondre à un aspect énergétique, donc un coût énergétique moins important. Et sinon, à part ça, c'est à peu près pareil. Donc, en fait, les matériaux biosourcés sont des matériaux durables, mais il n'y a pas que les matériaux biosourcés qui sont durables. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a les matériaux, les géosourcés, je vois notamment dans la liste qu'il y a de la Oui, pierre. oui, c'est ça. D'accord, très bien. Je continue. Où en étais-je? Merci. Alors, on revient juste un petit moment sur le remplacement des matériaux et équipements Oui, et par rapport à la maintenance. Donc, par exemple, un ravalement de façade avec de l'isolation, oui. est-ce que ça fait partie plutôt d'un remplacement ou de la maintenance? C'est plus de la maintenance.
Non, c'est de remplacement, pardon. C'est de la remplacement des équipements de matériaux parce que c'est D'accord? des travaux plus importants et ça fait partie des travaux de rénovation, par exemple. Alors qu'un changement de chaudière ou d'un système de chauffage, Ouais, c'est plus de la maintenance. voilà. OK. Et ensuite, oui, il y aura pas de problème, Enfin non, on la maintenance, ça peut être, c'est plus minime, en fait. Le changement de système de chauffage, ça va être plus de la rénovation. Mais par exemple, le changement, heu, d'une d'une pièce sur le système de chauffage ou, hem, sur le système de ventilation, c'est là où est le coût de maintenance, en fait. En fait, la maintenance, c'est aussi, par exemple, quand, par exemple, un responsable de bâtiment fait appel à une société de maintenance qui vient pour, maintenir, je sais pas moi, un système de climatisation et donc ça a un coût dans le projet. Le fait de faire appel à des sous-traitants, ça a un coût. C'est pas, quand je parle de coût global, ça inclut le coût, des produits, mais c'est aussi le coût, de la personne, en fait. C'est pour ça ouais, que donc par exemple, repeindre la façade, voilà, là, c'est plus un heu, coût de maintenance. faire la maintenance de la chaudière, des climatiseurs. Voilà. Quand je parle de maintenance, c'est plus, donc d'un point de vue personnel, en fait, coût personnel. Alors en effet, après au niveau du nom, bon ça a été appelé différemment puisque je pense que là maintenant ça va plus être des un service où on va venir, améliorer ou voilà, repeindre une façade, quelque chose comme ça. Alors que remplacement d'équipement, il y a vraiment, quelque chose qu'on enlève, on vient remplacer par quelque chose de neuf. Mais, en effet, on pourrait les regrouper en disant que c'est des étapes qui se passent lors de l'utilisation du bâtiment et qui sont là pour, améliorer et modifier le bâtiment. Et donc AC2, elle représente 60 du coût global, de Mmh. l'o de l'opération, quoi, de Ouais, c'est l'opération voilà, et c'est de ce qui est sa vie. important, c'est que le coût, donc le coût de charge de fonctionnement, de maintenance et de déconstruction est un coût, en fait, important à prendre en compte dans un coût global et donc le fait de faire de l'éco-construction, en fait, ça permet d'avoir une vision globale de ce coût et donc de travailler pour le maître d'ouvrage sur la réduction et l'anticipation de ces coûts, quoi. Et donc en effet, dans ce cas, ça fait 60. Ouais. C'est assez énorme. Donc ça, vous parlez de donner la possibilité du coup au maître d'ouvrage de changer un petit peu ses stratégies. C'est vrai que quand on connaît ces chiffres, on les voit, ça peut donner envie de mettre un petit peu plus, enfin, c'est pas que, l'envie du maître d'ouvrage, hein, c'est un tout, mais de mettre plus d'argent dans la conception et la construction pour éviter ces coûts qui sont assez énormes dans la vie du bâtiment. Oui. Par exemple, concevoir un bâtiment en ayant une conscience, une approche, éco-construction permet, par exemple, de réduire ses coûts d'exploitation en utilisant, donc des systèmes, moins énergivores ou en favorisant l'utilisation de matériaux, isolants et donc cela a un impact, en fait, direct sur ces coûts-là. Ouais, et en effet, Bertrand Chambon a une bonne remarque. Le total là, ça fait 90. Est-ce que tu aurais pas oublié un 10 à l'exploitation, non? Ou Hem, ah oui, pardon, j'ai pas non, oui, plus, hem, c'était plus 5 pour le remplacement et 5 pour l'exploitation, donc c'est 35-35. Puisque en général, les coûts, de charges de fonctionnement, de maintenance et des constructions se tournent autour de 70-80.
D'accord. Je vais m'excuser pour le pourcentage. Et donc, oui, le support vous sera envoyé au format PDF, puisqu'on a vos adresses email, tous ceux qui se sont inscrits. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous souhaitez formuler aussi des questions à l'oral, j'ai la possibilité. Si vous souhaitez, donc il faudrait que vous alliez en haut dans l'onglet réaction. Si vous levez la main, moi je peux le voir et je peux vous donner la parole si vous préférez la poser à l'oral. Vas-y Bertrand, normalement si tu actives ton micro. Ouais, Voilà. vous m'entendez? Bon, bonjour à tous. Bonjour. Merci, c'était très clair et très synthétique, c'est intéressant. Oui, une question sur le biosourcé. Il n'y a pas de normes. En fait, à partir du moment que c'est bio ou géosourcé, il n'y a pas de moyen il n'y a pas de définition précise en fait. Parce que dans la liste des matériaux, alors je ne sais plus quel slide vous transmettiez, mais Là? c'est étonnant de voir par exemple du béton cellulaire ou la terre cuite. La terre cuite, on sait que c'est quand même très, très énergivore. Oui. Le béton Mais cellulaire aussi nécessite quand même alors, moins d'énergie que le béton classique, le béton de ciment, mais oui, après, oui, je comprends. Mais après, c'est par exemple, le béton cellulaire, c'est pour, c'est des alternatives au béton, comment dire ça? Au béton, normal. Enfin, je veux dire, là, en fait, c'est considéré comme des matériaux durables du point de vue, enfin, par rapport aux matériaux de base, en fait. Après, c'est là où j'ai fait la différence entre, matériaux durables et biosourcés, c'est que, par exemple, le bois est un matériau biosourcé, mais pas, le béton cellulaire. Et donc l'utilisation de matériaux biosourcés est d'autant plus, un atout, en fait, pour, la construction durable puisque, donc il est issu, soit de l'animal ou soit du végétal et il utilise moins d'énergie grise. ok, merci. Bien, je vois pas d'autres questions. Donc, je vous informe aussi que vous pourrez retrouver le webinaire sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et on vous enverra en effet le support en PDF. Voilà, bon, je crois qu'on peut clôturer ce webinaire. Si vous avez des questions qui vous viennent après coup, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous faire un petit mail et on essaiera de répondre au mieux à vos interrogations.